Partout, même au bout du monde, j'ai toujours envie de monter dans un train. Je peux pas m'en empêcher, c'est ma façon préférée de voyager. Me voilà au Vietnam. Donc pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il y a dans le cœur et dans l'âme des Vietnamiens, eh bien je vais prendre le train avec eux parce que c'est le meilleur moyen de les rencontrer. Pourquoi? Regardez, ici le système n'a pas changé depuis que les Français ont posé les premiers rails au 19e. 1 mètre de large seulement ici. Chez nous c'est 1,45 m. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller vite. Sinon, ben, ça bouge, ça tangue, c'est pas stable. Le réseau ferré vietnamien est un des plus lents du monde. Donc ça tombe bien, comme j'adore avoir du temps pour rencontrer des gens et découvrir un peu de pays, on y va, tranquillement. Bonjour, c'est ciao. Tranquillement, au rythme des trains vietnamiens. Mon train, je vais le prendre à Ho Chi Minh Ville. En fait, les Vietnamiens disent encore beaucoup Saigon. Et en roulant vers la gare, première surprise. En bon français, moi j'avais une image plutôt romantique de Saigon. La ville de Marguerite Duras, l'amant, le Mékong, la lenteur, le calme. Eh bien c'est surtout le poumon économique de tout le pays, avec une croissance presque à la chinoise. Alors ici, le truc qui vous saute aux yeux quand vous arrivez en ville, c'est que tout le monde se déplace en scooter. Ça se déplace par nappe. Il y aurait 6 millions de scooters rien qu'à Saigon. Et ici, c'est les voitures qui se font toutes petites. Alors, ce qui est marrant, c'est que visuellement, on a l'impression que c'est dangereux, que ça se croise de partout. Mais en fait, il y a une espèce de douceur. Et les gens sont cool, ils sont en famille, ils se klaxonnent pas entre eux. Et c'est rigolo. Attends, mais il y a une bonne ambiance en fait. Saigon, c'était la capitale de l'Indochine française jusqu'en 1954. Et dans certains quartiers, elle a gardé un petit côté bourgade provinciale française. Alors ça, vous voyez, c'est Notre-Dame de Saigon, la cathédrale. Alors à l'époque, vous savez, pour les Français, le but c'était d'impressionner les Vietnamiens en leur montrant combien la civilisation française était grande par l'architecture. Et comme on ne rechignait pas devant les moyens à l'époque, chaque brique de l'édifice a été importée de Toulouse. Et vous voyez bien que la première brique a été posée en 1877. Et elle est encore rouge toulousain éclatant. Ici on croit que c'est la gare, eh bien c'est la poste. Voici l'hôtel de ville, l'opéra, un petit air français je vous disais. Et si vous savez bien ouvrir l'œil, il y a plein de petits détails partout qui vous racontent toute l'histoire de la ville. Alors, juste un petit truc vite fait. Mais alors ça, c'est pour les accros, pour les mordus du train. Regardez bien dans la route, là, ce petit bout de métal que vous apercevez. Eh bien ça c'est le tout début. C'est le commencement. C'est le Big Bang. C'est là que tout a démarré. Pardon les scooters. C'est la toute première ligne de chemin de fer du Vietnam. Elle a été posée là par les Français, c'était en 1881. Et c'était la ligne qui permettait de relier Saigon jusqu'au delta du Mékong et de ramener comme ça les marchandises qui venaient du delta, comme le riz, etc. Bonjour, Xin Chao. Vous avez vu passer des trains ici, vous? Moi, j'ai pas connu cette époque. Mais on m'a raconté que les maisons étaient construites très près des rails, à moins d'1,50 m parfois. Et quand le train passait, les gens devaient vite rentrer chez eux pour fermer les fenêtres et les volets pour qu'ils ne soient pas arrachés. Des fois, des fenêtres
se sont carrément détachés des immeubles à cause des vibrations. Il y a encore quelques années, il n'y avait pas de bitume dans les rues. Comme c'était de la terre battue, on voyait beaucoup mieux les restants de rails à certains endroits. Autre chose encore, il paraît que le train sifflait très fort pour prévenir de son passage. Alors les gens se précipitaient à l'extérieur de leur maison de peur qu'elle ne s'écroule. C'est dingue cette histoire. Merci beaucoup. Come on. Come on. Xin chào. Bon, il serait temps d'aller à la gare. Gare en vietnamien d'ailleurs, ça se dit ga. Et ça vient de gare, encore un coup des Français. Gare de Saigon, ça se dit donc ga Saigon. Vous avez compris, les Vietnamiens sont accros à leur scooter. Alors il y en a qui réussissent quand même à le laisser au parking quand ils prennent le train. Mais pour les plus mordus, vous avez le service Scoot en train, qui propose de préparer votre scooter au voyage en le bichonnant et de l'acheminer en train là où vous allez. Alors là, on met donc du papier toilette autour du phare. Voilà. Et pourquoi du papier toilette? Pour bien le protéger, il ne faut pas que le phare soit rayé. Ah, pour éviter les rayures. Les rayures ou n'importe quel impact. Ah, mais c'est grand luxe, hein. Et c'est un modèle de papier toilette particulier, double épaisseur, ou comment ça se passe? Non, le papier toilette ordinaire, ça va très bien. Mais quand il fait humide, ça doit se déchirer, non? Non, parce qu'après on va rajouter du carton pour plus de protection. Et donc, une fois que c'est emballé, qu'est-ce que vous faites après? Ensuite, on va mettre la moto dans une caisse en bois pour éviter les gros chocs durant le voyage. D'accord, c'est où? C'est là derrière, c'est ça? Oui, c'est ça. Viens voir. En réalité, faire transporter son scooter par le train, c'est déjà un petit luxe. Il y a peu de place, donc peu d'élus, et le prix pour faire Saigon à Hanoï, par exemple, est de 14 €, sachant que le salaire moyen mensuel au Vietnam est de 150 € environ. Le truc qui m'a frappé tout de suite, c'est que à Saigon, qui est quand même la capitale économique du pays, eh ben la gare est toute petite. Il faut dire que le réseau ferroviaire a tout juste été remis en état après la guerre contre les États-Unis et qu'il n'a pas beaucoup évolué. Bilan relativement peu de trafic et l'impression d'être dans une petite gare provinciale paisible. On peut passer sur les voies, on n'est pas embêté par les trains, et puis on a le temps. Le train a 3 heures de retard. Tous les visages sont souriants. Personne ne réagit, tout est normal. Au Vietnam, le train c'est pas pour aller vite, c'est pour se déplacer sur de longues distances sans avoir à conduire sur un réseau routier encombré et particulièrement difficile. How long to go to Da Nang? To Da Nang, about 20 hours, nearly 20 hours. 20 hours? Nearly 20 hours. You don't have a train faster to go to Da Nang? First, let me see, you can travel by SE4, SE6. It's better compared to this one. It's better than this one? It's really difficult straight running between Saigon and Hanoi. It's faster and more expensive to travel. This one is cheaper? Cheaper compared to the other one? Express train. Okay, I go here. Okay. Okay. You come with me? Okay. For the 20 station? Ça y est, c'est parti. Mon but est de traverser le Vietnam du sud au nord en train. La première étape sera Da Nang, à 1000 km au nord de Saigon. Le train de 13 heures est parti finalement quasiment au coucher du soleil, et rien n'est grave. C'est marrant, quand vous montez dans un wagon, il y a des sourires partout. 17 heures de voyage. C'est long. Enfin bon, je devrais me laisser le temps de faire 2-3 petites rencontres. Je ressens déjà cette petite excitation particulière quand on voyage en train. Vous savez, on est à la fois content de partir découvrir des endroits inconnus, mais aussi content d'être à l'intérieur du train. Le train qui devient une sorte de bulle, un peu coupée du monde. Donc là, on passe sur le Mekong. Une bulle dans laquelle vous avez enfin le temps de rêver. Ça, c'est le meilleur moment, ça là, maintenant. En fait, c'est quand la nuit tombe, je sais pas pourquoi, tout à coup, on se met à entendre, à écouter le son du train. Et en fait, c'est ça qui fait rêver.
Une voie unique, toute cabossée, qui relie Saigon à Hanoï, les deux principales villes du pays. 50 km/h, pas plus. Je vais enfin avoir le temps de parler, tranquillement, avec les Vietnamiens. Vous étiez en visite à Saigon? Je suis allée voir mon fils qui travaille pour les chemins de fer. Il travaille dans le train? Comment ça? Non, en fait, il travaille pour la publicité des chemins de fer. Ah, d'accord. Et du coup, vous voyagez gratuitement? Ce n'est pas gratuit, mais c'est vrai que du coup, on est accueillis par des sourires. Vous êtes accueilli par des sourires parce que vous avez un grand sourire tout le temps? Le sourire, c'est quelque chose de paisible. C'est la plus belle chose que l'on puisse offrir aux autres. Les Vietnamiens ont un proverbe là-dessus qui dit que lors d'une rencontre, ce sont les sourires qui sont les plus précieux et dont on se souvient le mieux. Pourquoi les Vietnamiens ils sont plus forts que les autres dans le sourire? C'est parce que nous, les Vietnamiens, nous sommes particulièrement sensibles à ça. C'est notre côté sentimental. Et les paysages ici sont très romantiques. Et ça joue vraiment sur le caractère des gens. J'ai l'impression que souvent le sourire, c'est même aussi chez les Vietnamiens une sorte de défense. Quand ils sont embêtés, je ne parle pas de vous, hein, mais quand ils sont embêtés, ils sourient. C'est souvent le premier réflexe. Il y a plusieurs façons de sourire. Mais même si on considérait un sourire comme un moyen de défense, ça n'a jamais tué personne. Ah, c'est bien. Est-ce que vous pouvez me faire un sourire défensif, là, que je vois ce que c'est? Non, c'est impossible. Pour que je sois naturelle, il faut être dans la situation. Bon, alors je vais prendre un air méchant. Là. Non, mais je sais que vous faites semblant. Ah ouais, il y a eu un petit sourire défensif, là. Vous me faites trop rire. Ah ben vous aussi, vous me faites rire. Merci beaucoup, quand même. Bonne nuit à vous. Chuko. Chuko. No. Yan. Chuko no yan. Chuko no yan. La nuit est là, et ces compétitions de position pour un meilleur sommeil sur banc en bois. Je ne suis pas encore super entraîné pour les nuits sur banc en bois, j'avais l'œil ouvert assez tôt. Ce qui m'a permis de repérer Chung et Nguyen, deux petites dormeuses adorables. Je ne savais pas qu'il y avait des femmes religieuses bouddhistes. Bien sûr qu'il y a des femmes bouddhistes. Partout dans le monde, il y en a, et même en France. Et pourquoi vous avez eu envie d'être bouddhiste? Eh bien parce que... En fait, c'est très joyeux d'être bouddhiste, d'être moine. C'est un statut très gratifiant car nous faisons du bien aux autres. Nous pouvons leur apprendre à transformer leur douleur en bonheur, par exemple. Transformer les douleurs des autres en bonheur? Nous pouvons apporter notre aide aux autres, leur apprendre à leur tour à dépasser leurs propres peines et leurs souffrances. Et comment on fait? Par exemple, si vous êtes en colère, vous aurez besoin de le dire et de l'exprimer. Eh bien, cette parole continue de vous remplir de colère et donc la colère perdure. Alors que si vous essayez plutôt de vous concentrer sur autre chose, sur le souffle par exemple, cet acte simple, inspirer et expirer, et ne pensez qu'à cela, ne se concentrez que sur cela, si vous essayez, vous verrez que votre colère va commencer à s'apaiser. Il y a plusieurs techniques, que ce soit la respiration, la méditation, la pratique du zen. Aussi, vous pouvez venir passer quelques jours dans notre pagode à Hue et vous serez étonné de voir à quel point vous serez plus heureux. Bah, vous savez quoi, ça donne vachement envie. J'irais bien avec vous dans votre pagode. C'est vrai que quand on vous voit, vous êtes jolie, vous êtes rayonnante, une espèce de sérénité, ça a l'air de marcher. Bien sûr, ça marche. Je vais aller vous voir. Vous m'avez donné envie d'aller vous voir.
Alors voilà pourquoi les trains sont lents au Vietnam, parce que là, c'est un des rares endroits où les trains peuvent se croiser. Et pourtant, on est sur la ligne principale qui va de Hanoï à Saigon, ou de Saigon à Hanoï. Donc les trains doivent s'attendre ici et ne peuvent se croiser qu'à de rares endroits. D'où la lenteur. Bon, ça fait 20 minutes qu'on est arrêté, on va essayer d'aller voir ce qui se passe. Toc toc. Oups. Xin chào. Je peux monter? Qu'est-ce qui se passe alors, chef? Pourquoi on attend? Kia là tàu thống nhất. Nó chạy suốt từ Nam tới Bắc. Còn cái này tàu địa phương. Ah, ça démarre. On part là? Attendez-moi, ne partez pas sans moi. C'est fermé. C'est fermé, il pleut en plus. Ah! Ça y est, j'arrive à Da Nang, les propriétaires de scooters récupèrent leur joujou préféré, et moi, après cette nuit sans sommeil, j'ai décidé de me la jouer un peu luxe, je fais scooter avec chauffeur. J'ai rendez-vous avec Monsieur Tien, quelque part en pleine forêt. Monsieur Tien aime cet endroit de tout son cœur. Il vibre avec ce lieu, c'est un expert. Nous sommes sur l'un des sites les plus incroyables du Vietnam. Les ruines du principal centre religieux du royaume des Cham, à My Son. C'est un lieu incroyable. Il y a une espèce de paix. C'est plus qu'un silence. C'est toujours ainsi. Les temples hindous sont toujours construits dans des endroits isolés, au cœur de la nature, parce que c'est l'espace des esprits et que c'est un endroit propice pour entrer en contact avec les dieux. Et puis, comme tu peux le voir, ce site est entouré de montagnes et il n'y a qu'un chemin pour y accéder. On ne peut pas être perturbé par ce qu'il y aurait autour. Et comme les montagnes forment un cirque isolé de l'extérieur, alors on ne peut porter son regard que vers le ciel et les dieux. Les Cham étaient un peuple de marins, de pêcheurs et de pirates. Un peuple qui rayonna à partir de ce qui est aujourd'hui le centre du Vietnam, entre le 2e et le 15e siècle. Les Cham n'avaient pas beaucoup de terres. Ils faisaient énormément de commerce par la mer toute proche avec l'Inde. Et toute leur culture a été très influencée par l'hindouisme. Qu'est-ce que vous aimez dans ce site? Qu'est-ce qui vous plaît? Parce que c'est vrai que c'est un peu magique, là, il y a une atmosphère. C'est difficile de répondre en quelques mots, mais l'impression que j'ai depuis toutes ces années que je vis ici, c'est que j'ai l'impression de mieux comprendre le passé, d'être plus proche d'une vérité et d'en être plus heureux. Ici, entouré de ces formes et de ces motifs, il y a quelque chose de puissant qui se dégage. Rien n'est jamais figé. Tout est dans un état de commencement perpétuel. Vous pouvez me montrer un exemple sur les pierres de ce que vous dites là? Tu vois ici par exemple, le motif, la figure est totalement achevée, complètement sculptée, alors que celle-ci reste inachevée. Tu vois, on ne distingue que l'ébauche. Oui, c'est vrai. Quant à cette dernière, il n'y a que le médaillon. Et alors pourquoi l'artiste a laissé une œuvre non terminée? C'est bien là toute l'idée de la philosophie hindouiste, dans laquelle on redoute l'absolu, car cela signifie la fin de toute chose. Ah, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finir les choses, il ne faut pas aboutir les choses, parce que sinon c'est la mort, c'est ça l'idée. C'est pas tout à fait ça. D'une manière plus simple, imagine l'idée d'une montagne et du cheminement jusqu'à son sommet. Une fois le sommet atteint, inexorablement, on redescend.
C'est pour montrer le sens, c'est une sorte de modèle pour ceux qui regardent. Ça veut dire qu'il faut toujours continuer, c'est ça. En fait, ici, aucun motif n'est répété deux fois. On peut souvent croire qu'ils sont identiques ou symétriques, mais dans les faits, ça n'est pas vrai. Ce que cela signifie, c'est que la nouvelle génération ne doit pas ressembler à la précédente, car si cela devait arriver, ça serait une catastrophe. Les choses évoluent et se modifient sans cesse, mais pas dans la répétition. Tu vois ici encore, la statue est achevée, et là, il n'y a qu'une ébauche. C'est pareil. C'est pareil, c'est la même idée et c'est quelque chose que l'on retrouve dans tous les monuments hindous. L'équilibre entre ce qui est achevé et ce qui reste en devenir. Ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il y a là une vraie réflexion, une vraie proposition philosophique et que cela n'a rien d'un hasard. J'ai beaucoup aimé ce moment. C'était comme être avec un ami qui vous raconte de belles histoires. Installé au milieu d'un décor fantastique et paisible, ce sont des moments précieux. Je repars tout doucement vers la gare de Da Nang, en longeant la mer, suffisamment doucement d'ailleurs pour toujours laisser la place à d'éventuels petits imprévus. Xin ciao. Qu'est-ce que vous faites là? Je pêche? Mais comment, c'est pas dangereux ce panier là? Non. Je peux venir vers toi, je peux venir pêcher? Oui, si tu veux. Bonjour. Comment tu t'appelles? Line? Moi c'est Philippe. Et toi tu pêches tous les jours là? C'est ton lieu de pêche? Oui, c'est là, un peu plus loin. Et c'est d'une stabilité, regardez. Pof, 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 pof. Ça m'épate. En fait, on a l'impression que c'est une coquille d'œuf, mais ça... Hein? Et alors, comment tu pêches? Comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets dedans, là? De la farine de blé. Et la farine, ça attire les poissons? Ouais. Et qu'est-ce qu'on attrape comme genre de poisson avec ça? Du poisson cadoy. Non, mais attends, c'est incroyable. On met de la farine dans un pot et on attend le poisson. Enfin, j'ai jamais vu pêcher comme ça. Et il faut attendre longtemps? Oh, 1 minute, pas plus. C'est dingue. Moi, je vais ramener cette technique en Europe, je vais faire fortune, parce que s'il suffit de mettre de la farine dans de l'eau et d'attendre 1 minute pour avoir du poisson... ça fait plus d'1 minute, là. Hein. Je pense qu'ils ont pas faim. Ah, ils ont pas faim aujourd'hui? Ah bah mince, on n'a pas de bol. Mais je sais pas, et si on secoue un peu le bateau, ça les attire? Ça fait un peu de mouvement? On peut essayer ça, ou alors essayer plutôt de faire du bruit pour les réveiller un peu. Avec quoi je dois faire du bruit? Avec les rames. Avec les rames? Oui, et tu frappes dans l'eau. Il faut que je dans l'eau. Comme ça? C'est la première fois que je dis qu'on attire les poissons en faisant du bruit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je vais faire rire tous les pêcheurs du monde, c'est le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Ça marche? Hein? Ah. Ah, d'accord, ok. T'as compris? Tu dois fendre l'eau, pas l'aplatir. D'accord, alors comme ça. Ah non. Mais comment tu fais quand t'es tout seul pour faire du bruit avec les poissons? Bah en fait, t'es pas obligé de taper aussi fort. 2 ou 3 coups suffisent. À
À quoi tu penses pendant que t'attends et que ça mord pas? Ben, je pense pas à grand chose. Si je m'ennuie, j'échange des textos avec mes amis. Et tu restes combien de temps sur l'eau comme ça? Ah, il y a un poisson. Oh la vache, mais ça marche en plus. Hein. Ah, un poisson. Et c'est bon ça? Ouais, c'est bon. Surtout les femelles. Ah bon? Et comment tu vois si c'est une femelle? En fait, ça se voit pas. C'est quand tu le manges que tu sais. Ah d'accord, ok. Donc on va être obligé de le partager à deux, ça, parce qu'il commence à faire faim. Adorable ce petit pêcheur. C'est ce genre de rencontre qui fait que je n'aime pas trop préparer mon voyage à l'avance, minute par minute. Parce qu'il n'y aurait plus de place pour l'imprévu. Et éviter les mauvaises surprises, c'est être sûr qu'on n'aura pas les bonnes. Direction Hue, la cité impériale. Je suis curieux de voir parce que Hue, c'est le Vietnam d'avant le communisme, le Vietnam des empereurs. Hue est 100 km plus au nord. Il y a 5 heures de train, le temps d'avoir encore quelques surprises. C'est marrant, il y a des vendeuses, mais elles sont sur les rails. Faut que le train s'arrête en pleine voie. On ne sait pas bien si le train s'est arrêté pour elles, ou si elles sont là parce qu'elles savent que le train s'arrête là. C'est à nouveau arrêté et à nouveau il y a les vendeuses. Mais alors je ne comprends pas d'où elles viennent. Ah, c'est fou ça quand même. On est en race campagne et elles sont là. Et c'est les mêmes. Donc elles sont montées dans le tram mais je sais pas où. Là le train repart, elle remonte. Ah non mais c'est incroyable, elle monte sur le toit en fait. Un métier dangereux commerçant. Ces petites vendeuses, en fait, sont hors la loi. Elles sont une trentaine environ. Elles n'ont pas le droit de faire leur commerce et sont obligées de se cacher pendant les trajets. Si elles montent dans le train, elles sont immédiatement chassées. Ce sont des jeunes filles pauvres des environs qui opèrent toujours sur le même tronçon. Une portion de voie sinueuse où le train s'arrête souvent. Vous montez sur le toit, vous aussi? Et des fois, vous n'avez pas des accidents? Et vous, ça vous fait pas peur? Vous faites ça tous les jours? Pourquoi est-ce que vous êtes obligé? Ah, voilà. Elles sont courageuses, c'est incroyable. Elles sont discrètes, n'aiment pas trop parler devant les caméras et ont toujours le sourire. C'est un petit peu triste quand même d'être obligé de prendre autant de risques pour gagner sa vie, non? Vous ne trouvez pas? Nói chung là có nhiều người họ có một nghề nghiệp nhưng mà thấy như đại khái là người ta thu nhập ít, người ta cần làm có thu nhập cao hơn vì kinh tế gia đình đó. Vous le feriez vous? Nói chung là mỗi người ta có mình có nghề nghiệp thì mình thấy làm nó sợ. Les vendeuses se font déjà plus rares. Nous quittons leur secteur. Elles doivent être déjà sur le toit d'un train de retour. Et voici Hue. C'était la capitale impériale du Vietnam jusqu'en 1945. Construite au bord de la rivière des Parfums, c'est une ville assez paisible, mais les Vietnamiens et les touristes l'adorent, car c'est un des musts du patrimoine historique du pays. C'était le fief des Nguyen. Les Nguyen étaient des seigneurs, puis toute une dynastie d'empereurs qui ont régné sur le Vietnam à partir de 1802. Et voici
leur citadelle. Inspirée de la cité interdite à Pékin. 520 hectares, 50 bâtiments à l'origine, tout le monde vivait là. L'empereur, les princes, la famille et 100 concubines impériales. La citadelle a subi des ravages terribles. En 1968, pendant l'un des pires moments de la guerre du Vietnam, l'offensive du Tet, les Viet Cong s'étaient retranchés à l'intérieur et ont résisté pendant 2 mois au siège des Américains. Ce n'est que dans les années 90, avec l'essor du tourisme, que l'intérêt et les restaurations ont repris. Je ressens tout de suite, dans les lieux qui ne sont pas détruits, une sérénité. Tout a été conçu, la hauteur des bâtiments, chaque forme, le moindre petit chemin, pour inspirer une grande quiétude et une stabilité. Ici, les 9 urnes dynastiques, 2 tonnes chacune. Elles sont lourdes, solides. Elles sont là pour symboliser la puissance et la stabilité du règne des Nguyen. Et si vous voulez savoir quelle tête avaient ces Nguyen, il suffit d'aller en face, dans le temple qui leur est consacré. Au centre, évidemment, le fondateur, sa langue, avec des offrandes tout autour du portrait. On lui offre quand même des lingots d'or et d'argent, qui à mon avis sont des faux pour le coup. Et puis là, il y a son fils, qui a une vie assez bien remplie. Il a eu quand même 30 femmes, 300 concubines et 142 enfants. Mais ça l'a un peu fatigué, il est mort jeune. Les différents empereurs Nguyen sont enterrés tout autour de la ville. Ici, nous sommes sur les lieux du tombeau de Tuduk, qui fit travailler 3000 personnes pendant 3 ans à l'édification de son mausolée. Là encore, une impression de paix et de sérénité. Alors ça, c'est la toute dernière porte avant le tombeau, donc évidemment, ça fait un petit frisson. Et pour accéder au tombeau, il faut déjà passer une porte en bronze. Et pourquoi le bronze? Parce qu'il a la particularité physique de retenir les mauvais esprits. Un mauvais esprit ne franchit pas le bronze, il rebondit. Et puis alors, si jamais il y a un mauvais esprit malin qui réussit à passer, hop, il tombe direct sur le symbole du bonheur. Et de l'autre côté du bonheur, au-delà du bonheur, enfin, le tombeau. Et c'est là que n'est pas enterré Tuduk. Il a été enterré dans un endroit secret pour pas qu'on pille sa tombe. Et les 200 personnes qui ont participé aux obsèques ont été exécutées. Bon, je dois maintenant quitter le monde des empereurs. Je dois partir parce que j'ai rendez-vous avec Chung, la petite bouddhiste que j'avais rencontrée dans le train au début du voyage. Il y a près de 100 pagodes à Hue. J'ai juste une adresse sur un petit bout de papier. Et au Vietnam, ce n'est pas simple, vu que les noms de rue sont rarement affichés. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de pouvoir être convié dans un endroit pareil. Rentrer dans l'intimité d'un monastère de religieuses au bout du monde est une chose rare. Et tout ça juste parce qu'on a sympathisé sur le banc d'un train à la sortie de Saigon. Je suis vraiment curieux de savoir à quoi ressemble la vie de Chung et de toutes les sœurs. Et ici, c'est un monastère? C'est ton monastère? Oui, c'est ici que j'habite. Là, on est en train de faire la cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un bouillon de légumes. Et tu aimes bien faire la cuisine ou pas trop? Ouais, j'aime ça. J'aime ça parce que c'est un art de faire la cuisine. De l'art? Comment ça? Eh bien, en fait, même si la cuisine en elle-même n'est pas si bonne que ça, ce qui importe, c'est l'intention et le bonheur que j'y mets. Quand on prépare à manger, il faut le faire de tout son cœur et de toute son âme, pour qu'ensuite, ceux qui reçoivent ce repas éprouvent à leur tour du bonheur. Là, on est en train d'attendrir les champignons avant de les mettre à cuire. Et l'appareil, c'est un tapeur de champignons. Non, c'est un pilon, mais quand on en a besoin, on peut aussi s'en servir pour préparer les champignons. J'ose pas en prendre parce que si moi je suis pas assez heureux, je risque de mettre du malheur dans les champignons. Oui, c'est vrai. Mais si tu commences, tu vas y trouver du plaisir et t'apercevoir que ça te rend heureux. Mais c'est difficile de savoir si on est heureux ou malheureux.
Non, ça n'est pas difficile. Quand on est malheureux, on ne peut plus sourire. Ah oui. Bon, bah donc je peux toucher les champignons, alors. Il faut que je pense à quelqu'un de précis ou juste aux gens du monastère? Ça serait mieux de penser à tout le monde. Le champignon, il a senti le coup pourri, il est parti. Il est parti. Bon, je vais recommencer. L'important, c'est de se concentrer sur ce que tu fais au moment où tu le fais. Là, si tu choisis de faire les champignons, tu ne dois penser qu'à ça et ne pas laisser ton esprit se disperser. Et si, quand j'écrase le champignon, tout en pensant que je veux faire du bien aux autres, j'ai très mal aux genoux parce que j'ai pas l'habitude de m'asseoir comme les Vietnamiens, qu'est-ce qui se passe? Alors dans ce cas, tu viens avec moi vérifier la cuisson de la soupe. Ça fait mal aux genoux. Donc ça, c'est une soupe 100% bonheur. Elle doit être bonne. Ah bah oui, elle est bonne. Super. C'est le moment de la méditation. C'est un rituel accompli plusieurs heures par jour par ces 50 femmes qui sont souvent arrivées très jeunes à la pagode. Certaines sont arrivées dès l'âge de 12 ans, et comme je trouvais que c'était un peu jeune pour faire le choix d'une vie monacale, la plupart m'ont répondu que si elles avaient pu entrer plus jeunes encore, elles l'auraient fait. Car un esprit plus jeune s'adapte plus facilement, il est plus perméable aux enseignements qui doivent les conduire sur le chemin de la sagesse. Les sœurs sont libres de s'en aller, de quitter la pagode si cette vie ne leur convient plus. Elles ne sont pas cloîtrées et peuvent même revenir si elles regrettent. Ici, les règles sont strictes. Pas d'hommes, pas de vie sexuelle, pas d'alcool. Un emploi du temps minuté. Des activités dont le but est d'assouplir le corps et l'esprit afin qu'ils soient en phase, à chaque instant. L'objectif étant toujours la pleine conscience, sereine, de chaque moment vécu. C'est l'heure du... Ah oui, c'est l'heure du repas. Tu vois, c'est ici que nous nous retrouvons pour manger. C'est très silencieux. Oui, nous ne sommes pas censés parler quand nous mangeons. Et ça, c'est le self. Mais il n'y a que 3 casseroles pour 50 personnes. Nous mangeons peu pour être plus à l'aise lors de la séance de méditation du soir. Donc une marmite pour 50 suffit, et comme tu peux le voir, il en reste. Bon, pour la diète. Et donc, si on mange trop, on ne peut pas réfléchir. Oui, si tu manges trop, tu respires plus difficilement. Mais vous n'avez pas faim la nuit? Ça ne sert pas là? Non, parce qu'on a l'habitude. Et les journées, c'est de quelle heure à quelle heure alors en gros? Nous nous levons à 3h30 et nous nous couchons après la dernière méditation vers 22h. 3h30, 22h? Mais vous dormez pas beaucoup? Donc on mange pas beaucoup et on dort pas beaucoup. Tout à coup, je ne sais plus si j'ai envie de devenir bouddhiste. Chung, c'était un super plaisir de te rencontrer dans ce train. Pour moi aussi, c'était un plaisir de te rencontrer. Parce que tu as un visage tellement rayonnant, tellement heureux, tellement souriant que, je sais pas, il y a une paix avec toi. C'est parce que je m'entraîne. Alors, qui nous a fait nous rencontrer dans le train? C'est Bouddha? C'est Dieu? C'est qui? Ben, en fait, c'est probablement le destin. Mais écoute, je te souhaite plein de bonheur. J'espère que tu resteras aussi heureuse et rayonnante comme ça toute ta vie.
À mon tour, je te souhaite beaucoup de joie et aussi de trouver le bonheur. Mais surtout, pense à sourire tous les jours. N'oublie pas, dès le matin, quand tu te lèves, il faut sourire. D'accord. Pour faire ça, je penserai à ton sourire et à ton regard. Carmen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reprends le train dans la nuit, avec le sourire de Chung dans la tête. Et je pars pour Hanoï, la capitale du pays. Une nuit de voyage. Je suis très impatient de découvrir cette ville qui a 1000 ans. Une ville qui se lève tôt. Ici, dès 6 heures, dès que le soleil pointe, tout le monde est sur le pont. Tous les trains qui sortent de la gare de Hanoï, la capitale du pays, doivent passer par ce portail, par une voie unique. Elle est là. Ils doivent d'abord franchir cette route encombrée, puis se frayer un chemin à travers la ville, à travers les maisons, et ça passe de très très près. C'est quoi l'avantage et l'inconvénient de vivre ici au bord des rails? C'est sûr, on voit passer les trains de très près. Mais la nuit, c'est hyper bruyant. Parce que là, c'est vraiment très très près. Il y a quoi? Il y a 2 mètres là. Et encore, les trains de voyageurs, ça va. Ils roulent lentement. Mais les trains de marchandises, eux, sont très longs et très bruyants. Ah, d'accord. Et les passagers, vous arrivez à leur faire un petit signe, à échanger quelque chose quelquefois ou pas du tout? Oui, je leur fais des signes. C'est vrai? Et ils répondent? Ah, vous envoyez des bisous? Et est-ce que le chauffeur du train fait attention à vous si vous êtes en train de marcher sur la voie? Est-ce qu'il ralentit? Est-ce qu'il vous prévient? Oui. Oh là oui. Des fois, il attend d'être juste à côté pour klaxonner. Ça me fait sursauter. Tiens, en voilà un. C'est vrai que ce qui est bruyant, c'est la loco. Après, ça va. Des fois, le matin, quand je suis encore un peu endormie, je m'approche de la voie et quand le train passe, ça me réveille tout de suite. Ah d'accord, c'est votre réveil matin. C'est une façon de mettre la journée sur les rails, en fait. C'est ça, exactement. Hanoï. Je ne m'attendais pas du tout à une ville comme ça. C'est une ville éminemment sympathique et humaine, avec des Vietnamiens qui adorent vivre et tout faire dehors, quitte à encombrer un peu les trottoirs. Alors ici, on est dans le vieux Hanoï. C'est un quartier qui a commencé à être construit au XVe siècle. Et les maisons sont pas larges, pas plus de 3-4 mètres. Donc tout ça est à échelle humaine. Et on se sent bien, voilà, c'est comme ça. Chaque rue a un métier, une spécialité. Ici, par exemple, c'est la rue du Cuivre. Juste avant, là, à droite, c'est la rue des Ferblantiers. Ici, là, au bout, c'est la rue du Bambou. Et à gauche, là-bas, la rue des Herbes médicinales. Il y en a 36, des rues par spécialité, comme ça. Les scooters, par nappe, mais dans le calme et le respect, comme toujours. Et ici, la rue des Ex-Voto, un des endroits les plus étonnants de Hanoï. Ah bah, ils sont en train d'acheter des billets de banque. Bonjour, Xin Chao. Ah, vous parlez français? Oui. Et vous achetez des billets de banque, là? Oui, j'achète de dollars et Vietnam dong aussi. Et des billets de 1000 €. Je pense qu'il n'est pas vrai. Non, c'est pour les morts. Les morts? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire nos ancêtres
qui étaient morts depuis longtemps et on va brûler tout ça. Vous brûlez des faux billets de banque pour les ancêtres. Ouais, c'est un de nos coutumes. Oui. Les maisons aussi, les maisons brûlées. Vous brûlez des maisons? Ouais, des maisons, des voitures? Des voitures. Une fausse voiture. Et iPhone aussi. Ah bah oui, c'est vrai, il y a des iPhones. Des bijoux aussi? Ouais, des bijoux. C'est-à-dire, vous les brûlez dans l'idée qu'ils vont rejoindre les morts? Ouais, et les morts peuvent utiliser ça dans leur monde. Donc quand vous brûlez un billet de 1 000 €, c'est une sorte de transfert bancaire vers le monde des morts. Oui, c'est ça. Ah bah mince alors. Parce que moi je croyais qu'une fois qu'on était mort, on était tranquille, on n'avait plus besoin d'argent, c'était réglé tout ça. Peut-être les Européens pensent ça, mais les Asiatiques pensent qu'ils ont une vie comme nous. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle en fait. Bon, qu'est-ce que vous allez acheter alors? Donc des euros? Des euros, d'or aussi. Des lingots d'or? Ouais. Ah oui, vous leur envoyez beaucoup d'argent. Bon, je vous laisse faire vos achats. Je peux aller avec vous? J'ai le droit de voir? Duong Etan m'emmène chez elle. C'est une vraie chance car les Vietnamiens hésitent toujours à ouvrir les portes de leur maison, souvent un peu exiguës, avec 2 ou 3 générations qui vivent à l'intérieur. Ah, c'est le fils. Bonjour fiston. 5e étage? J'ai pas compris comment marche la maison. Il y a plusieurs niveaux et différents membres de votre famille qui habitent à différents niveaux? Ah oui, oui, différents. Ah, c'est marrant. Avec un escalier qui passe au milieu des appartements de tout le monde. Et c'est l'hôtel de la famille. C'est l'hôtel de la famille, d'accord. C'est le prix des ancêtres. C'est là que vous faites les offrandes en papier à vos ancêtres. Oui, c'est ça. Et donc, ici, ce sont des fruits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'encens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des fleurs. Des fleurs, des biscuits. Ouais, des biscuits, de l'alcool. De l'alcool, de l'alcool. Ah, parce que ça picole un peu chez les anciens. Oui, oui. Ah bon? C'est réglementaire, ça? Et quel est le risque pour une civilisation, une société, si jamais elle n'honore pas ses ancêtres, si elle les oublie? Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur? Je suis impressionné parce que c'est vraiment très important. Mais alors, vous m'aviez dit que vous brûliez les billets de banque. Vous allez les brûler là? Non, pas ici. Vous les brûlez où? Sur la rue. Et vous avez une pensée pour votre ancêtre quand vous faites ça ou vous brûlez juste comme ça? On pense ou on ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est brûler. Et il faut que ce soit vous qui brûliez pour votre ancêtre ou moi je peux brûler pour votre ancêtre? Je peux mettre un billet? Parce que je brûle rarement des billets de 100 €. Donc je rappelle que ce sont des faux. Les billets de 500, ça me gêne. En même temps, c'est un régal. En fait, si vous regardez bien dans la rue, tout le monde trouve ça normal. C'est normal. C'est normal. Toutes les familles font comme ça. Comment est-ce que vous savez si les ancêtres sont contents de ce qu'on leur donne? Quand le feu est très fort, ils Ah oui? sont contents. Ah ben là, ils sont ravis là. Ouais. C'est marrant parce que moi, quand je vous vois là, tous avec les ancêtres, le grand-père, vous,
je me demande si tout ce lien très fort avec la famille, c'est pas un des secrets du sourire vietnamien. Est-ce que c'est un peu un secret de bonheur, ça, vous pensez? Oui, je pense. Vraiment? Et je pense que ça donne la force des Vietnamiens. Ça donne la solidarité entre les membres dans la famille et même dans la communauté. Et ça donne la force, je pense. Voilà, mon voyage au Vietnam se termine là, à Hanoï, sur ces petits instants de vie. Ce que j'ai adoré dans ce pays, c'est qu'au détour de chaque rencontre, de chaque petit échange, j'ai eu l'impression de pouvoir toucher facilement à quelque chose d'un peu profond. Comme si la quête du bien-être, de la bonne relation avec l'autre, était ici une préoccupation juste normale, quotidienne. Je crois que dans le cœur vietnamien, sourire, le plus souvent possible, ce n'est pas seulement essentiel pour l'autre, c'est aussi très important pour soi. Sourire est un moyen de jeter sur les événements et les rencontres une sorte de filtre de paix. Le sourire, c'est leur lunette rose. Et vu ce que le Vietnam a traversé comme moment terrible dans son histoire, même récente, peut-être qu'on peut leur faire un peu confiance aux Vietnamiens, sur leur méthode, sur cet art, de rendre la vie plus légère, plus douce.